L'OPT vous invite à partager de grands moments en écoutant votre mag, une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu. OPT, 60 ans d'émotion avec vous. Ah oui, bonjour à tous. Le rugby est-il un sport de plus en plus dangereux ? Comment mieux protéger les joueurs et quelle est la réflexion des acteurs principaux de ce sport ? C'est une émission, une semaine formidable, un peu exceptionnelle que nous vous proposons cette semaine. Nous profitons en effet de la présence sur le territoire de l'équipe de France de rugby classique, venue pour la première Ercalin Classic Rugby Cup pour débattre de ce sujet. Merci à tous les 6 d'être sur ce plateau. Je vais vous présenter rapidement. J'ai fait le choix plutôt à Alain Paco de commencer du plus ancien vers le plus jeune. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alain Paco, ancien talonneur de l'équipe de France notamment. Je ne vais pas donner le palmarès de chacun, sinon l'émission ne suffirait pas en temps. Auteur notamment avec les 15 mêmes joueurs, on le rappellera, du Grand Chelem en 1977, qui a évidemment marqué l'histoire du rugby. Patrice Lagisquet, ancien international également. 46 sélections, je crois, jusqu'en 92, et notamment une aventure Coupe du Monde jusqu'à la finale en 1987, avant d'entraîner pendant de longues années le Biarritz Olympique. Willy Taofi-Fénois, qui a été l'un des premiers Calédoniens à jouer dans le championnat de France en Mont-de-Marsan d'Apport. Et puis vous avez fini à Grenoble avec cette fameuse finale perdue contre Castres qui jouait déjà les troubles faits dans le championnat. Willy, c'était la finale 92-93. Tony Marsh, franco-néo-zélandais, plusieurs fois aussi sélectionné en équipe de France. Vous avez d'ailleurs, Tony Marsh, fait un grand chelem aussi avec le 15 de France. C'était en 2003. Vous avez passé de longues années à Clermont. Hervé Mazzocco, qui a joué à Clermont, Gloucester notamment, et vous êtes aujourd'hui le directeur d'Orion Sport qui organise cette Ercalin Classic Rugby Cup. Et puis le plus jeune, Josselino Souta, le Calédonien de Toulon, l'un des Calédoniens de Toulon, puisqu'il y a avec vous, Josselina, 2 autres Calédoniens, les fils de Willy, Sébastien et Romain, qui ont fait un premier match dont on parlera peut-être tout à l'heure en top 14. Voilà, merci à tous les 6 en tout cas d'être sur ce plateau et de venir débattre de cette question finalement qui intéresse beaucoup les amateurs de rugby. Le rugby est un sport de plus en plus dangereux. Est-ce qu'on a changé d'époque ? Est-ce que la puissance a remplacé l'évitement ? Et quels sont les risques aujourd'hui qui existent pour les joueurs de rugby ? Je vais commencer avec vous, Josselino Souta, parce que aujourd'hui, voilà, vous êtes vous dans ce rugby moderne qui est en pleine évolution. Est-ce que vous avez conscience des risques que vous prenez lorsque vous rentrez sur un terrain aujourd'hui ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, le rugby va plus vite et avance très vite, même pour moi qui suis le plus jeune, donc je pense que ça me dépasse aussi. Et après, voilà, on a évoqué tout à l'heure les problèmes des impacts et tout, et la dangerosité des gestes. Après, voilà, tout dépend aussi de l'interprétation des arbitres. Après, voilà, je vais faire le tour de table pour... Mais quand on est sur un terrain, aujourd'hui, on joue sans réserve. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Oui, on ne peut pas se contenir. On peut jouer le jeu à fond. Alain Paco, on ne peut pas dire que le rugby est plus dangereux aujourd'hui que lorsque vous le pratiquiez dans les années 70. Qu'est-ce qui a changé ? C'est pas les mêmes dangers. Je crois qu'à l'époque, c'était un rugby d'engagement total, mais déjà moins bien préparé que ceux qui le sont à l'heure actuelle. Je crois qu'il ne faut pas... C'était dur aussi, d'une autre manière. C'était du haut niveau d'une autre manière, mais on ne peut pas comparer le rugby d'avant avec celui d'aujourd'hui parce que les garçons ont évolué physiquement et on a poussé la préparation physique au optimum. Ils vont plus vite. Voilà. Après, on ne compare pas une voiture d'avant avec une voiture de maintenant. Donc l'évolution technique, elle a eu lieu et même dans le rugby, je crois que c'est clair que ça va plus vite. Maintenant, les gars sont plus costauds, surtout derrière. Les avants un peu moins, ça n'a pas trop bougé. Mais la ligne 3/4 prend du poids, de la vitesse, et quand ça arrive fort, ça fait des impacts qui secouent. Voilà. Patrice Lagisquet, votre sentiment, vous, sur cette évolution ? Oui, effectivement, on a des joueurs qui vont de plus en plus vite, surtout sur les premiers mètres. Ils ont gagné tellement en puissance, en explosivité, que les impacts sont très rapidement importants. Et bon... lorsqu'on connaît les lois de la physique, on se rend compte que ça peut que s'accentuer. Je crois qu'il y avait eu des comparaisons même avec le football américain. On a des traumatismes, des chocs qui sont en fait pour les organes internes beaucoup plus violents au niveau du rugby, puisqu'il n'y a pas de protection. Ouais. Voilà, les protections ne sont pas suffisamment importantes pour qu'on étale l'impact. Alors ce qui est plutôt le cas dans le football américain, même s'ils ont des masses plus importantes que celles du rugby. Donc aujourd'hui, ça devient une vraie question. Willy Taofi-Fénois, ou votre sentiment, puis après on rentrera peut-être un peu dans le détail, on va finir ce premier tour de table. Ouais, toujours pareil avec mes collègues d'avant, c'est la préparation physique a changé à l'heure actuelle, et ça va 2 fois plus vite. Les gens sont bien préparés, même les terrains sont un peu plus durs, on joue sur des synthétiques, et voilà, les chocs sont plus forts, et
et tout le monde n'est pas prêt à ces chocs-là. Alors on va revenir sur les mesures mises en place dans le top 14, sur l'évolution des gabarits, sur cette évolution du rugby, mais peut-être Tony Marche aussi vous entendre sur aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que le rugby a évolué et est devenu plus risqué que quand vous jouiez au haut niveau? Oui, effectivement, c'est changé, c'est évolué. Et puis on joue un autre rugby de ceux qui ont joué, oui, bien sûr, il y a 30 ans, mais je pense même il y a 5 ans, ça change vite. Là que je vois que, oui, on a beaucoup plus de blessures. Avec les chocs, on parle beaucoup maintenant des KO qui s'arrivent de plus en plus souvent. Les commotions cérébrales et les KO. Et puis, je sais qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, avec le Super Rugby, même cette année, ils ont utilisé beaucoup plus de joueurs, qu'ils ont plus d'une centaine en dehors de ces équipes de Super Rugby. Les mecs, ils étaient obligés à appeler au cours de l'année parce qu'ils ont eu tellement de blessures. Donc, c'est un problème, oui, mais l'avenir, je ne sais pas. Comment ça peut se régler éventuellement. Hervé Mazzocco, pour terminer, est-ce qu'on a vu ce changement dans le rugby peut-être au moment où il s'est professionnalisé et où on a vu de plus en plus d'affaires autour du rugby, de quelque sorte? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est que à partir de l'avènement du professionnalisme, les joueurs ont eu plus de temps pour s'entraîner. Donc après, la logique, c'est qu'on s'entraîne plus, on devient plus fort, plus rapide. Et forcément, comme disait Patrice, quand on connaît les lois de la physique, un demi de MV carré, c'est l'énergie cinétique. Et quand on fait x2 joueurs, ça fait beaucoup d'énergie à l'impact. Et parfois, une épaule contre une partie du corps, c'est un impact qui est très localisé. Donc on arrive à avoir des accélérations très importantes et qui font du mal aux organes, que ce soit le cerveau, bien sûr, avec les commotions cérébrales, mais aussi tous les autres organes internes. Donc, Les équipes, les staffs que vous connaissez les uns les autres, évidemment, pour y être, sont de plus en plus attentifs à ces questions-là. Est-ce que le staff médical a pris de plus en plus de place dans les clubs? Est-ce que les joueurs sont aujourd'hui bien suivis médicalement? Est-ce que tout est fait finalement pour les protéger et avoir conscience des risques qui courent sur le terrain? Je vous vois un petit peu hésitant, Patrice Lagisquet, sur cette question. On est en train de progresser, mais on n'a pas encore, comme ça existe dans le football, un dossier médical qui suit le joueur depuis le début de sa carrière et qui permettrait de comptabiliser justement tous les accidents, toutes les problématiques, et notamment ces fameuses commotions cérébrales. Parce que pour avoir vécu le cas d'Edouard Coetzee à Biarritz, qui a été un des premiers cas comme ça dans le championnat, franchement, le choc qui a amené l'arrêt de sa carrière, il était anodin. Sauf que c'était celui de trop. Oui, c'est la répétition peut-être. Exactement. Il en avait accumulé tout au long de sa carrière. Et bien que le médecin du club ait suivi le protocole, le choc qu'il a reçu contre Perpignan, quand on voit les images, on se dit c'est pas possible qu'il y ait de telles séquelles. Mais il s'est retrouvé en chambre noire pendant des mois et des mois, et il a encore des séquelles aujourd'hui. Donc quelque part, il faut qu'on essaie d'éviter ce type de blessure qu'on connaissait que dans la boxe pratiquement. Oui, c'est Alain Paco. Oui, voilà, c'est pour rebondir sur ce que dit Patrice. Je crois qu'on demande à les joueurs de rugby de boxer tous les week-ends. Un boxeur, il boxe quand même une fois par mois ou tous les 2 mois. Et nous, on demande à des joueurs de boxer tous les week-ends. Et comme on le dit, il y en a qui se plaignent pas des bobos parce qu'ils prennent sur eux de se le soigner, de rien dire. Et tout ça, on le perd. Dans la photographie de tous les chocs qu'ils ont connus, on n'a pas ce contrôle, ce passé de ces accidents. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus comptabiliser tout ça, suivre les joueurs de plus près, mettre en place des fiches, qu'on sache le joueur ce qu'il a subi auparavant, ce qu'il a fait, et connaître un peu mieux le joueur médicalement. Oui, parce que même le joueur, parfois, il n'est pas conscient de ce qui a pu se passer. On voit souvent des joueurs qui sont un peu groggy, mais qui disent non, ça va, je ne vais pas sortir, et que le staff médical veut faire sortir. L'histoire du carton bleu, puisque cette année, les arbitres pourront sortir un carton bleu pour dire aux joueurs, il y a commotion, je juge qu'il y a commotion, vous sortez définitivement. Est-ce que ça vous semble une bonne chose, Josselino Souta? Oui, ou Alain Paco? Non, vas-y. Moi, je pense que quand tu es fait pour protéger les joueurs, pourquoi pas, après, je sais pas si c'est une bonne décision en général, mais après, on verra ça par la suite. Pour l'avoir vécu l'année dernière sur un match en regardant un match de réserve en Fédéral 3, l'arbitre a vu qu'il y avait un choc et qu'un joueur était touché. Il a imposé aux joueurs de sortir.
alors que celui-ci protestait. On était à côté avec l'autre entraîneur qui est allé tester le joueur, et l'arbitre avait raison. Et franchement, il a vraiment agi pour la santé du joueur, et je pense que c'est une bonne chose parce que l'arbitre il est au cœur du jeu, il est près de l'action et il peut voir les signes. Donc, mais il ne faut pas non plus lui faire porter toutes les responsabilités. Attention, il n'est pas médecin non plus, l'arbitre. Exactement, c'est le danger qu'on a. Mais c'est une précaution supplémentaire et c'est très bien comme ça. Hervé Mazzocco. Non, oui, je voulais juste rebondir parce que on sait. Que c'est bien ce que tu disais, Patrice. Il faut pas qu'il ait trop cette responsabilité-là parce qu'on sait la pression qui existe déjà sur l'arbitrage parce que la manne financière qui est en jeu pour le résultat d'un match de rugby. Donc qu'il ait le pouvoir de décider de la capacité de continuer ou non un joueur, ça, je vois déjà ce qui risque de se passer sur des matchs un peu serrés où il y aura des décisions litigieuses. Ouais, absolument, ça va être difficile. Non, mais il ne faut pas lui donner la décision totale. Lui, il donne une décision sur l'instant. Il demande au joueur de sortir et d'être contrôlé par un tourbi sur le bord. Voilà. Mais maintenant, on lui demande de sortir définitivement. Il a le pouvoir de lui dire carton bleu, c'est-à-dire vous ne revenez plus sur le terrain. Oui, mais bon, là, je pense que pour moi, c'est une bêtise. Je pense déjà de leur envoyer 5 minutes sur la touche pour se faire contrôler par un docteur sur ce qui se passe, ce serait la meilleure des solutions. Willy Taofi-Fénois, vous avez connu dans votre carrière des situations de ce genre, des moments où vous avez pris des coups et sans être forcément KO, un peu groggy. Et vous saviez ce qu'il fallait faire à ce moment-là ? Non, mais dans le rugby actuel, je suis de très près mes enfants et Romain. J'imagine, oui. Romain Taofi-Fénois l'année dernière a eu ces cas-là. Et voilà. Là où il faut progresser, c'est au niveau des entraîneurs, des médecins. Parce que des fois, ils ne s'entendent pas pour faire revenir le joueur sur le terrain. Et le joueur, il est perdu et des fois, il revient sur le terrain, il est encore KO. Alors. C'est là où il faut qu'on progresse le plus, c'est les décisions. Mais l'avis médical pourrait de temps en temps prévaloir sur l'avis de l'entraîneur. Ce serait une bonne chose, c'est-à-dire que. Il doit. Pour moi, je suis d'accord. Pour moi, ça doit devenir. Enfin, je m'excuse. Pour moi, ça doit devenir essentiel. Si on veut protéger le joueur, il y a un to-be. Il n'est pas affilié à un entraîneur ou à un club. Il faut qu'il tranche en qualité de médecin. Et puis, il n'y a pas de réserve à avoir là-dessus. Pour moi, c'est impératif que le to-be garde la main sur tout l'ensemble des sportifs. Alors, autre point important, c'est Tony Marsh qui évoquait tout à l'heure en parlant du rugby néo-zélandais, la fréquence des matchs. On sait qu'en France, notamment en métropole, vous le disiez à Napaco, on joue tous les week-ends, des fois quasiment plus quand il y a des matchs de Coupe d'Europe, parce qu'on arrive à jouer parfois même le jeudi, etc. Est-ce que la fréquence des matchs aussi aggrave d'une certaine façon la dangerosité du jeu ? Oui, je pense. Dans le sens où si on joue plus de matchs, on fatigue beaucoup plus. Et puis, surtout en France, je crois que c'est la longueur de la saison qui se fait que chaque année, c'est très compliqué déjà de rester en forme. Ça, c'est la première chose. Mais après, on se fatigue, le corps se fatigue. Et puis, ensuite, les blessures qui suivent. Donc, il faut gérer ça. Donc, c'est les clubs. Les coachs de gérer ça, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on veut les résultats. C'est ça. Alors, c'est vrai que dans le rugby néo-zélandais, on ne l'a pas encore trop vu en France, mais ça pourrait venir. On a vu des joueurs faire une pause en quelque sorte. Certes, parce qu'ils avaient vécu des étapes importantes. On se souvient de Richie Mako qui a dit, après la finale de 2011, il a pris une année sabbatique. On a Retallick qui vient de revenir, qui montre qu'il est en grande forme, mais il a pris aussi une année et il a été un peu blessé. Il y a plusieurs joueurs comme ça. On devrait pouvoir faire une pause en quelque sorte dans sa carrière de rugbyman pour se requinquer un peu, Patrice Legisquet. Le parti pris des All Blacks est très intéressant parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des joueurs clés, qui étaient des joueurs expérimentés, qui se blessaient régulièrement sur des Coupes du Monde. Et ils ont donc commencé avec Mako, avec Carter, et ils ont continué donc avec Ben Smith, il n'y a pas très longtemps, qui était aussi un très grand joueur All Black. Et je crois qu'ils sont toujours en phase avec les objectifs qu'ils se donnent. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de ces joueurs-là, mais qu'il fallait les préserver. Donc, même s'ils limitent le nombre de matchs à 25 chez les All Blacks, à un moment, ils sont capables de dire on te donne 6 mois ou 1 an pour que ton corps se régénère et être certain que tu seras présent et en pleine forme pour la prochaine Coupe du Monde. Alain Paco. Je pense que, on n'a pas la même philosophie entre la Nouvelle-Zélande et la France sur le rugby. Je pense qu'il faut voir un peu les intérêts. Nous, en France, on a des clubs, chacun travaille de son côté, on a des présidents qui demandent des résultats.
Donc on n'est pas dans une phase de réflexion comme on peut l'avoir en Nouvelle-Zélande où nos meilleurs joueurs seraient protégés. Ça sera très difficile en France. C'est toujours le débat. Parce que les clubs appartiennent à des gens qui ne sont pas impliqués ou ne s'impliquent pas. Ce qui les intéresse, c'est que leur équipe aille le plus loin possible, gagne des matchs. Et on n'est pas dans le même calcul. Et c'est ce qui nous gêne un peu à nous, en métropole, c'est qu'il va falloir un jour arriver, si on veut avoir une bonne équipe de France, à se poser autour d'une table et à définir justement ces bases de travail, de préparation de nos meilleurs joueurs. Si on ne fait pas ça, l'équipe de France elle va finir à milieu de tableau mondial chaque année. Un débat qui existe depuis de nombreuses années, Hervé Mazzocco. Ouais, je voulais ajouter, vous avez pensé que je pense que au côté financier du sport, mais non, mais vous avez basculé dans la force obscure. Non, mais c'est une vraie réalité parce qu'en fait, il y a deux aspects à mon avis qui font la différence, c'est que en équipe de France, il y a vachement plus de turnover, c'est-à-dire que des tauliers, il y en a de moins en moins, quasiment aucun. Donc, quand on sait ce que représente, une fois de plus, la manne financière pour un joueur de jouer en équipe de France, il peut pas se permettre de se dire moi je vais faire une année sabbatique ou je vais prendre 3 mois, je vais louper le tournoi ou un truc comme ça. C'est pas possible, c'est inimaginable. Alors, en France. On peut poser la question à Josselino. Souta, quelle est votre liberté de joueur de dire, par exemple, avec votre club, en l'occurrence Toulon, vous avez beaucoup joué la saison dernière, dire est-ce que vous avez la capacité de dire à votre entraîneur cette semaine je me sens pas bien, j'aimerais bien être en réserve, ou quand l'entraîneur vous sélectionne, on y va et puis on se pose pas de questions? Je pense pas qu'on est... Alors ça dépend peut-être des entraîneurs en même temps. Mais... Oui, non, mais après c'est notre boulot aussi, c'est notre travail. Comme on parlait tout à l'heure, c'est professionnalisé. Donc je pense que après le coach il compose avec ses meilleurs éléments, donc on ne peut pas se priver non plus de ses meilleurs éléments. Donc les meilleurs joueront, donc même si et de toute façon on a envie de jouer. Oui, voilà. Après on a envie de jouer aussi. On ne peut pas se permettre de dire on va se reposer. Willy, quand vous voyez Sébastien et Romain sur un terrain, vous avez peur de temps en temps? Tout le temps, ouais. Tout le temps. Et pourtant, vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe pourtant sur un match de rugby ou dans un regroupement. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, ça va 2 fois plus vite maintenant. Et voilà, on a toujours peur que nos gamins se blessent. Et du coup, on est toujours inquiet pour eux. On a vu, alors en parlant de morphologie, c'est Patrice Légisquet qui en parlait, c'est aussi Alain Paco et d'autres, on voit, et notamment quand on regarde du côté des All Blacks, où c'est toujours là que le rugby est un peu en avance, on voit des gabarits arriver aujourd'hui qui sont plus les jeunes Aloumou, les Savea, on a les frères Barrett par exemple, qui sont quand même pas des monstres de puissance musculaire, on a Né Milner-Skudder, on a les frères Mackenzie. Est-ce que vous pensez, Tony Marsh, que le rugby peut aussi revenir à des gabarits plus vifs, plus mobiles, et que le rugby change un petit peu, que ce soit pas un rugby de contact en permanence, mais aussi un rugby d'évitement? Bien sûr, je pense déjà, si on parle des Blacks, pour moi, c'est les athlètes. Bien sûr, les mecs comme Xavier, qui sont costauds, mais dans l'ensemble, c'est pas les monstres. C'est des mecs, c'est les athlètes qui jouent au rugby. Donc, et en plus, ils ont, je pense, une style de jouer. C'est de privilégier le jeu, de jouer, de quartier le ballon, et jouer avec... voilà, donc je sais en Nouvelle-Zélande, c'est pas basé sur un poids ou sur la puissance. Oui, pourtant quand on voit la deuxième ligne par exemple, voilà, c'est quand même des gens qui ont du gabarit et qui avancent. Oui, mais ils n'ont pas... J'ai vu Cockett, le pilier de Crusaders, de son match chez le Crusaders. Il n'est pas trop costaud. Déjà, j'étais surpris. C'est des mecs, en fait, comme vous avez déjà évoqué les frères Barrett, Ben Smith, Mackenzie. C'est pas des monstres. Non. Mais voilà. Mais est-ce que le rugby peut évoluer comme ça, Patrice Légisquet? Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver des joueurs qui sont plus dans les... Au niveau des centres, c'est encore compliqué, parce qu'aujourd'hui, les centres vont un peu tout droit. Il faut de la puissance, après. Au milieu de terrain, il faut tout. Oui, il y a des incontournables. Mais... c'est vrai que mais ça fait longtemps que les trois quarts All Black, il y a toujours une dimension de vitesse chez les trois quarts All Black. Elle existait en France, on l'a hélas perdu. Mais ce qu'on a appelé le French Flair à une époque. Oui, mais c'est aussi lié à
à la vitesse des joueurs, à leur capacité à accélérer, à avoir des appuis. Il y a eu des Didier Codorniou, des Denis Charvet, enfin voilà, et d'autres qui ont amené ça. Oui, tout à fait. Plus récemment. Et on a perdu cette dimension. C'est ça qui est un petit peu dommage dans notre formation. On n'a pas en parallèle cette formation d'athlètes. Ce qu'évoquait Tony, c'est qu'ils ont de vrais athlètes, quoi, des joueurs. Boden Barrett, franchement, c'est exceptionnel. Il va très très vite. C'est le plus rapide, quoi. Incontestablement, oui. Ah oui. On l'a vu encore samedi soir. Oui. Ça fait. Et quand on voit comment il a été préparé, je crois qu'il a dû faire 20 sélections avant d'être titulaire pour les Blacks, si c'est pas 30. Il a été préservé, il a été amené, il rentrait sur les fins de match à l'arrière régulièrement, mais il a été préparé pour être efficace au plus haut niveau. Et aujourd'hui, il a une dimension de joueur qui est exceptionnelle. Nous, aujourd'hui, on est incapable de construire ça parce qu'on avait notre championnat qui dure 10 mois. On se rend compte qu'un joueur qui est sélectionné, souvent, il commence à éclore au niveau international, on le trouve très bon. Et puis, 1 an et demi, 2 ans après, il est rincé, il est cuit et il faut qu'il se blesse pour qu'il récupère. Et c'est là notre drame. Mais tant que l'économie du rugby, du championnat sera prédominante, le budget de la Ligue est supérieur à celui de la Fédé. Donc, le rapport de force sera difficile à inverser. Oui. Tony Marsh et puis Alain Paco après. Oui, je pense, vous avez posé la question, est-ce qu'on doit être comme les Blacks ou jouer comme les Néo-Zélandais? Mais je pense qu'on parle de deux choses complètement différentes. On est dans deux mondes différents, donc je sais pas, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense le rugby, c'est pas le même. En France, peut-être c'est basé sur le combat, et en Nouvelle-Zélande, c'est le jeu. Et donc, on peut pas comparer les deux choses. Alain Paco. Non, pour le rejoindre un peu, c'est que le rugby a changé, puis les systèmes de jeu ont évolué chez nous en France. Mais pour dire que il existait en France également des systèmes de jeu différents, Patrice il le sait. Dans chaque club, il y avait des cultures de rugby différentes qui ont fait qu'il y a eu de grandes équipes de France après quoi. Donc il y a eu des trois quarts qui étaient plutôt piochés vers la côte basse, tout ça, parce que c'est des gens qui jouaient bien au ballon et tout ça. Et les avants étaient plus piochés vers Toulon, Béziers. Voilà. Chaque région avait son système de jeu. Et c'est ce mélange de système de jeu qui faisait que notre équipe de France était riche en caractère et riche dans toutes ses lignes. Aujourd'hui, tous les clubs, tu peux manquer le premier quart d'heure de jeu. Ça va dans les 22, on fait 2-3 regroupements et on tape en touche derrière. Tu n'as pas besoin de te presser d'arriver au stade, quoi. C'est ça c'est ce manque de culture différente qui fait que notre équipe de France devient pauvre. Oui, Taofi Fenois, vous avez joué notamment à Grenoble. On se souvient que c'était une équipe réputée pour son jeu d'avant. Donc, c'était quoi les consignes? C'était effectivement, on joue beaucoup devant? Oui, à l'époque, ça fait plus de 20 ans. À peine. Je jouais au centre, moi, alors. À peine. Hier. J'avais lancé la mode du centre costaud et ça n'a pas duré parce que je suis revenu devant, mais voilà, c'est... Mais après, il y en a eu d'autres qui sont des costauds qui sont restés au centre, oui. Ouais, après, ils ont copié, mais mal copié. Il y en avait eu avant aussi. Voilà, c'était du rugby, un peu du football américain, mais... Voilà, mais les entraînements, les entraînements étaient faits pour ça, étaient bâtis pour jouer sur la force physique, sur la pénétration. Tout basé sur le physique, voilà. Et on avait des joueurs qui étaient formés pour et qui avaient le gabarit qui allait avec. Alors, bon, on va pas revenir sur l'évolution du rugby, parce que c'est presque un autre débat, il est important aussi. José Souta, parmi les changements introduits cette année en top 14, il y a la possibilité que les entraîneurs fassent plus de changements que les saisons précédentes. Je crois qu'il y en avait 8 jusqu'à présent. Oui. Ça peut monter à 12 aujourd'hui, sachant qu'il y en a 2 qui sont réservés pour des remplacements médicaux. Est-ce que quelque part, ça vous rassure de vous dire que vous pouvez rentrer dans un match sans forcément aller jusqu'au bout, parce que les possibilités de remplacement derrière sont plus importantes? Oui, je pense que sur ça, c'est une bonne chose. Mais après, c'est vrai quand tu rentres sur le terrain, on a toujours la consigne de tout donner et oui. qu'il y a la possibilité de changement rapidement. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour nous les joueurs. Donc, si c'est pour protéger, après, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Est-ce que pour qu'on soit moins fatigué, je sais pas. Je ressens ce que veut dire le joueur Céline. Je pense que quand un joueur rentre sur le maillot, il n'a pas mis de relâcher et se fait ressortir par l'entraîneur, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai bien joué? J'ai baissé de régime? Est-ce que je suis moins bon? Ça fait poser des questions quand on sort comme ça. Oui. Hervé Mazzocco. Moi, je serais un peu plus pour, mais parce que je pense que ça va amener justement des choix tactiques intéressants et je pense que ça peut rendre
le jeu un peu plus intéressant, justement, d'avoir plus de changements. Après, il faut pas que ça devienne à outrance, mais je pense que ça peut être intéressant au niveau évolution tactique, des choix d'entraîneurs et tout ça, ça peut être assez sympa. Patrice Gisquet, vous auriez aimé pouvoir avoir 12 changements à votre... Et je le vis en fait depuis quelques saisons en avec entraînant... le rugby classique Non, avec le rugby classique. Parce que là, les changements ils sont illimités là. Exactement, mais je le vis en fédéral avec le petit club de Saint-Pé sur Nivelles et c'est très intéressant parce que ça permet de garder de la fraîcheur et on se rend compte que souvent avec l'usure, ce ne sont pas les défenses qui craquent, ce sont les attaques qui n'arrivent plus à mettre suffisamment de vitesse. Et à ce niveau-là, avec de la fraîcheur, on arrive à garder de la vitesse de jeu, c'est très très intéressant. Et le rugby classique, justement, il permet un petit peu de faire la même chose et c'est plutôt sympa. En rugby classique, les joueurs sont contents de sortir. Oui, puis ils sont contents de rentrer aussi. Non, mais quelque part, on limite le risque de blessure. Dès qu'on voit qu'un joueur commence à piquer du nez, voilà, avoir un peu de mal dans son remplacement, on peut le sortir. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ce que je voulais traduire la pensée de Jos, c'est que quand on est combattant, on n'a pas mieux de lâcher l'équipe. Et quand on rentre sur un terrain, c'est pour aller jusqu'au bout du combat. Hervé Mazzocco. Oui, quand on a 41 ans, quand on reprend une licence, on est bien content que les changements soient limités. Dans mon club de Bord-les-Orgues, c'est toujours très utile. Changement illimité, illimité. Bon, évidemment, on pense tous et chacun, quand on parle de la dangerosité du rugby, pense à Louis Fajforski, ce jeune joueur d'Aurillac qui est décédé, même si on ne sait pas. Il faut être très très prudent si le cause de son décès est liée au choc qu'il a reçu sur le terrain. Ceci dit, voilà, c'est un peu comme une alerte qui s'allume régulièrement dans le rugby français en disant là, on a un cas qui est peut-être pas lié véritablement à la pratique du rugby, mais il faut se poser des questions. Willy Tafifénois, vous pensez qu'il faut aller encore plus loin avec les jeunes? Vous aurez en charge des jeunes dans l'Académie du Pacifique. Alors c'est pour les préparer au rugby professionnel à partir en métropole, mais est-ce que dans votre projet, il y a aussi cette part de savoir préserver l'intégrité physique et de savoir se ménager? Oui, tout à fait. C'est l'un des priorités de l'Académie. La formation du joueur fait partie de ça. On forme les joueurs pour qu'ils jouent au rugby, mais aussi pour préserver de leur santé. Et ça aussi, oui. Et ça aussi, dans les clubs formateurs, c'est quelque chose au niveau des jeunes qui est bien pris en compte, selon vous. Il faudrait peut-être plus les éduquer aussi à la dangerosité du sport, Jocelyno Souta. Oui, je pense qu'il faudrait... Parce que tous les jeunes qui arrivent, ils voient comme nous l'évolution qui évolue, le rugby qui évolue aussi. Donc aussi leur façon de fonctionner, de s'entraîner. Donc ça évolue aussi, ils veulent tous faire pareil. On parlait de morphologie tout à l'heure, tout le monde... qu'il y a des costauds partout et ils veulent tous à la muscu pour pousser, pour devenir fort. Après voilà, tout dépend de la formation qu'ils peuvent recevoir. Je trouve que c'est important de miser dessus, la prévention. Tony Marche sur les jeunes. Ouais, bien sûr, les priorités, c'est la santé des jeunes et tous les joueurs. Mais je crois en tant que rugbyman, on connaît les risques. Et par contre, on aime ça. On aime le rugby. On aime le contact aussi. Quand on entre sur le train, on ne pense pas à ça. On est là pour jouer et puis voilà, c'est comme ça. Donc, je pense... Ouais, c'est un débat aujourd'hui, mais peut-être on peut aller trop loin parce qu'on commence à parler de changer les règles. Mais pour faire quoi? Est-ce qu'on va changer de rugby? Pour moi, le rugby, ça reste le rugby. Donc, où on va, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a peu de temps, ils ont fait une étude en Angleterre qui voulait que les mecs plaquent plus bas, mais sauf qu'ils ont eu plus de KO. Mais par contre, ça ne va jamais sortir, donc on va où? C'est ça la question. L'avenir, c'est quoi? Anna Paco. Oui, pour rebondir sur la formation des jeunes, je crois qu'il y a des attitudes au contact qu'il va falloir développer, les apprendre à placer lors de plaquage de leur tête, parce que souvent on voit des plaqueurs, et même à haut niveau, avec des têtes très mal placées sur les bassins adverses, et c'est là où il y a des soucis. Nous, on nous apprenait surtout à sortir la tête du berceau et surtout pas se faire prendre à l'intérieur, c'était danger. Donc il va falloir peut-être se pencher là-dessus, sur ces contacts. Après, pas changer des règles, mais il y a des choses qui se passent sur des terrains où les balayages à 2-3 mètres d'un regroupement, moi, ça me choque beaucoup. Visiblement, les arbitres ont reçu des consignes. Parce que là, les gars de dos tourné qui ne voient pas arriver le type de 10 mètres là, ils se font démonter complètement.
Et je crois qu'il va falloir, sans changer les règles du rugby, il faut ce combat que nous on aime tant. Il ne va pas falloir le diminuer. Mais par contre, ne plus autoriser ces balayages qui viennent pas pour gagner le ballon, mais détruire un adversaire. Donc, en tout cas, ils viennent pour faire mal, oui. Tony Marsh, vous vouliez ajouter quelque chose, non? Patrice Légisquet, sur ce point-là? Le plaquage, effectivement, on parle de faire évoluer la règle et d'avoir le plaquage un petit peu plus bas, sauf qu'on se rend compte que les KO, ils viennent des têtes sur les hanches ou sur les genoux. Donc, c'est peut-être pas le plaquage haut, c'est dangereux pour celui qui est plaqué, et le plaquage bas, c'est plus dangereux pour celui qui plaque. Oui. Le plaqueur, des fois, il sort pas la tête en haut et il prend une épaule, il peut être abîmé là aussi. Non, la question que je me pose depuis pas mal de temps, c'est l'évolution des protections. Je me dis que sans tomber dans les excès du football américain, on pourrait peut-être avoir des protections qui seraient un petit peu plus épaisses, qui permettraient d'étaler les chocs et de préserver un petit peu plus la santé des joueurs. Il y a des joueurs qui jouent tout le temps avec des casques. Il y a des choses comme ça. On a imposé le protège-dents. Voilà, il y a peut-être des choses à explorer de ce côté-là. On n'entend pas trop parler et je me dis que c'est peut-être quand même quelque part une évolution inévitable. Mais je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance. Je suis assez d'accord avec Patrice. Il faut quand même faire attention parce que en fait, si on regarde l'évolution du football américain, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, ils jouaient sans protection quasiment. Ils avaient les mêmes casques qu'au rugby. Et au fil des ans, c'est-à-dire des cartes qui ne servent pas à grand-chose. Qui ne servent pas à grand-chose, ça rassure un peu le joueur, mais bon, ça empêche de se couper, simplement de se couper, c'est tout. Sauf que voilà, les chocs ont augmenté d'intensité. Ils ont connu la même évolution qu'on est en train de connaître dans le rugby. Et ils ont décidé de se diriger vers de la protection de plus en plus grosse, de plus en plus épaisse. Et n'empêche pas les accidents graves. Mais moi, je pense que ça les favorise, même j'irais jusque-là, parce que les protections de football américain, elles augmentent le danger plus qu'elles ne l'enlèvent. Donc je pense qu'au rugby, il y a des choses à faire sur justement la dispersion de l'impact. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je vais pas faire le physicien, mais bon, j'ai fait un doctorat de physique, des fois il faut que ça serve. L'ingénieur Mazzocco nous parle. En fait, c'est la surface d'impact et les vitesses et les accélérations qui sont importantes. Donc, c'est-à-dire que si on arrive à mettre en place des protections justement qui augmentent la surface où l'énergie est dispersée, je pense qu'on peut arriver à éviter certaines blessures. Donc je suis d'accord, mais il ne faudra pas aller trop loin non plus dans ce cadre-là. Un deuxième point que je voulais faire, je pense que ce qui sera important, et tu le disais tout à l'heure Patrice, sur le manque de suivi médical et le manque de suivi statistique. Je pense qu'il va falloir qu'on se dirige vers des protections ou des équipements connectés pour justement mesurer les accélérations, pour faire un vrai suivi et savoir que les joueurs ont eu... Ça existe déjà. Avec les GPS, ça existe. Ça existe avec les GPS. Mais ça sert plus aujourd'hui pour évaluer la performance que pour la protection des joueurs. Il a été détourné de son objet principal. Je crois que Montferrand, déjà, il comptabilisait les chocs des joueurs, il les arrêtait au bout de tant de chocs, c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais. Est-ce que ça se fait toujours? Je n'en sais rien, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi des projets de casques connectés qui vont aider aussi à mesurer les accélérations dans le cerveau et il faudra que ce soit bien sûr accompagné d'un vrai suivi médical parce que chaque personne ne va pas réagir de la même manière à un certain niveau d'accélération. Voilà. Alors, messieurs, on arrive déjà au terme de ce débat, on pourrait encore en parler des heures, mais avant que je vous pose une question à chacun, peut-être une question générale, vous êtes là pour faire la promotion du rugby les uns et les autres, il y a une Académie du Pacifique qui se lance. L'idée, c'est quand même qu'il y ait des jeunes qui jouent au rugby parce que c'est un sport super, il ne faut pas non plus leur faire trop peur aujourd'hui. Dans les clubs, les choses sont bien faites, les éducateurs sont formés à ça et on peut jouer au rugby tranquille quand on est jeune. C'est aussi pour rassurer les parents, Alain Paco. Oui, je crois qu'il ne faut pas... On a été tous... à démarrer une carrière à un moment donné et il y avait des chocs, on saignait un peu du nez, mais ça arrive, c'est des chocs de jeunes. Dans la rue, ça arrive tous les jours. Quand ils ont un accident en moto, ça arrive aussi, des mobylettes. Les parents, ils sont habitués à voir leurs enfants prendre des risques. Mais le rugby, il n'y a pas tant de risques que ça. Quand on est préparé, il y a de bonnes écoles, il y a de bons entraîneurs maintenant. Et je crois qu'il ne faut pas dramatiser non plus. Il ne faudrait pas arrêter de vendre des mobylettes parce qu'il y a des accidents de jeunes sur la route. Donc le rugby, il faut continuer à le pratiquer. Pour ceux qui ont la passion, parce que c'est un joli sport et qui peut amener beaucoup de choses. Il y a plus de carrières heureuses que de dégâts dans les carrières. Le rugby, ça reste un sport fabuleux, évidemment, à conseiller à tous les jeunes qui ont envie de s'y essayer.
Ah oui, bien sûr. Puis on y découvre tellement de belles choses en termes de solidarité, de générosité, et puis des options de jeu, quoi. C'est génial. Toutes les possibilités qu'offre ce sport, c'est extraordinaire. Et puis on s'épanouit, quoi. Dans une équipe de rugby, on y apprend plein de choses qui servent. C'est plus qu'un sport. Oui, c'est plus qu'un sport, oui, parce que on y apprend la vie de groupe et participer à un combat collectif, c'est une expérience irremplaçable. Josselino, vous encouragez évidemment les jeunes en général et les jeunes calédoniens à faire du rugby. Ah, tout à fait. Non, je conseille tous les parents, mettez vos gamins aux écoles de rugby. Mettez-le aussi à la boxe, c'est une excellente préparation physique. L'école de rugby et l'école de la vie. Voilà, c'est ce qu'on dit. École de rugby, école de la vie. Voilà. Ouais. Allez, une petite question à chacun pour terminer cette émission. Je vais prendre le même ordre que la présentation. Je vais commencer par les plus anciens. Alain Pacaud, on l'a dit, Grand Chelem en 77, une équipe de France fabuleuse. Aujourd'hui, vous êtes engagé dans la création de cette Académie du Pacifique. C'est quoi? C'est redonner finalement une partie de ce que vous avez déjà reçu tout au long de vos années de joueur? Oui, je pense que le projet de Willy, c'est de recréer ce qu'il a reçu un peu. C'est suite à une analyse de ce qui se passait en métropole pour les jeunes du territoire. Et on essaie à travers ça de redonner ce que le rugby nous a donné. Donc c'est de rendre, parce que nous on a été des passionnés, parce que quand même on n'était pas joueur professionnel, il fallait travailler à côté, il faut s'en souvenir. Pour moi, tout à fait. Tout au moins, je ne sais pas les autres, mais disons qu'on avait tous un boulot à côté, c'est ce qui a mené notre équilibre aussi, hein. À un moment donné. Et puis voilà, puis ça m'a tellement amené dans ma vie, moi, que voilà, sans le rugby, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Il faut le savoir. Donc je crois, ça, comme on disait tout à l'heure, le rugby peut vous ouvrir de grandes portes. Et tout ce qu'on a reçu, nous, on a envie, au travers de cette académie, de le transmettre. Donc les vraies valeurs, le respect, le partage, voilà, et la vie de groupe, tout ça, on va essayer de le reconduire. Patrice Lagisquet, une question, alors je ne sais pas si c'est du mythe ou de la réalité. Il y a une légende qui dit que vous avez couru le 100 mètres en 10 secondes 2. Ah non, oui, c'est sur Wikipédia, c'est une connerie. Voilà, non, j'ai couru en 10,80. Ce qui est déjà pas mal quand même. Un petit 10-6 manuel, c'est déjà pas mal, mais non, j'ai jamais couru à cette vitesse-là. J'aurais bien aimé, mais non. Le Biarritz reste votre club de cœur? Oui, parce que j'y ai vécu de très très belles choses. Je suis toujours attaché à l'Aviron Bayonnais parce que j'ai porté ce maillot pendant 10 ans aussi. Donc, mais c'est vrai que les titres gagnés avec Biarritz m'ont beaucoup marqué. Donc ça reste mon club de cœur. La Cesta Punta de temps en temps, jamais? Ah si, de temps en temps, oui. C'est magnifique d'ailleurs. C'est un très beau geste. C'est un sport qui est très télévisuel, qu'on ne voit pas assez. Oui, Taofi Fénois, donc c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet de l'Académie du Pacifique. C'est un projet que vous portez depuis de longues années. Il y a une espèce de fierté à mettre ça en place et à voir que ça va aboutir dans les jours qui viennent? Oui, tout à fait. C'est un projet que je travaille depuis un bon moment et la venue de mes collègues sur le territoire m'ont beaucoup aidé. Voilà, c'est un projet qui va aboutir. On signe dans 15 jours la convention et voilà, cette académie c'est une concrétisation de tout le travail qu'on a fourni depuis quelques temps. Et on suivra ça évidemment au moment de la signature. Il y a le président Laporte, je crois, qui va venir en Calédonie pour officialiser la création de cette académie. Tout à fait. Tony Marsh, comment on passe du rugby au squash? Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous vous occupez de la sélection. Plus. Mais vous en êtes occupé de plusieurs années quand même. Le squash, ça reste une passion pour vous? Non, en fait, non. Après, j'ai fini ma carrière en tant que joueur. J'ai fait des études pour être préparateur physique. Puis, j'ai fait une saison à l'ASM. Ensuite, je suis rentré et je travaillais avec l'équipe de squash de Nouvelle-Zélande en tant que préparateur physique. Donc, c'était un autre sport. Peut-être avec pas les mêmes moyens que nous, on avait avec le rugby. Donc, non, mais c'était bien à voir autre chose, à bosser avec les autres sports. Votre favori pour la Coupe du Monde au Japon? La France, bien sûr. Ça c'est dit. On voit qu'il pense très fort à la Nouvelle-Zélande, mais qu'il dit la France quand même. Ils vont me taper si je dis autrement. Diplomate aussi, un petit peu. Hervé Mazzocco, d'abord vous allez nous expliquer ce que veut dire que se faire grincher, parce que ceux qui ont écouté cette émission, je le signale aussi, peuvent regarder la vidéo dans quelques moments et comprendront sans doute ce que veut dire se faire grincher, mais expliquez-nous. Voilà, je peux pas révéler tous les secrets du groupe France Classique, mais là pour le coup oui, ça se voit. J'ai une très belle perruque. Je remercie mes camarades de France Classique d'ailleurs pour ce joli Grinch. Les absents ont toujours tort, j'étais pas avec eux aujourd'hui, voilà.
Alors, question plus sérieuse. Est-ce qu'il y aura une deuxième Ercalin Classic Rugby Cup dans un an ? Absolument. Mais attendez, on n'a pas fini la première. C'est déjà dans le on va dire, c'est pas fini. Mais c'est important, c'est un événement que vous voulez installer un petit peu ? Oui, absolument. On veut que ce soit vraiment la fête du rugby. On veut aussi... on parlait de partage et de transmission. Je sais pas, mais je pense que beaucoup autour de la table, on a vu ou on a rencontré nos idoles quand on était gamin, et ça inspire. Et je pense de faire venir des légendes comme il y a autour de cette table ce soir, ou comme il y a sur les terrains tous les soirs pendant la compétition. C'est génial pour un gamin de vivre ça, de les côtoyer. Et voilà, donc, Moi, je me souviens, pour un petit témoignage très humble, je suis né au rugby en 1977 avec le grand chelem d'Alain Paco et de ses coéquipiers. Je me souviens de cet essai de Jean-Pierre Bastia, et je n'ai jamais oublié, Alain Paco, que vous aviez fait la passe décisive entre Jean-Michel Aguirre et Jean-Pierre Bastia pour cet essai contre les Irlandais qui offrent le grand chelem à la France. Je n'ai pas oublié ça. Jocelyno Souta, un petit mot. On vous revoit sur les terrains bientôt. Où en êtes-vous de votre blessure et quel est votre avenir avec Toulon ? Mon avenir avec Toulon, là, prochainement, là, je prends mon temps pour me soigner, parce qu'il y a 6 mois que je me suis blessé. Donc là, puis j'ai eu l'opportunité de venir représenter le territoire France Classique ici, sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Et voilà, c'est un honneur pour moi d'être là. Et puis, voilà, pour voir aussi le rugby ici, essayer de faire accompagner le projet qui va se mettre en place, l'Académie Pacifique Sud. Donc c'est une très bonne chose. Mais pour moi, pour l'instant, je prends le temps de me soigner. Après, on verra par la suite. Pas de coup de fil encore avec Patrice Colazo ? Non, pas encore. Pas encore. Bon, ça va venir. Je suis sûr qu'il va bientôt appeler. Merci en tout cas à tous les 6 d'être venus dans cette émission, un peu plus longue évidemment, exceptionnellement, mais voilà, ça valait le coup. On va dire que l'Ercalin Classic Rugby Cup n'est pas terminé. Il y a encore 3 soirées. Alors je vais donner sous le contrôle d'Hervé Mazzocco les prochains matchs. Mardi 18h30 France contre Fidji et 20h30 Australie-Nouvelle-Zélande. Vendredi prochain il y aura Fidji-Australie. Et pour terminer samedi, France-Nouvelle-Zélande à 18h30, toujours au stade du Madélé. France-Nouvelle-Zélande, samedi 1er à 20h, car diffusion en direct sur NC Première. Il reste des places dans le stade, on peut encore chercher, en trouver. Il faut se dépêcher. Je pense qu'on sera à guichet fermé. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous les 6 d'être venus sur ce plateau pour nous parler du rugby et de l'évolution du rugby. Et on souhaite à l'Ercalin Classic Rugby Cup de longues années en Nouvelle-Calédonie. Merci à tous les 6. Merci beaucoup. Merci. L'OPT vous a présenté le MAG, une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu. OPT, 60 ans d'émotion avec vous.